En Afghanistan, depuis la nuit des temps, on se bat du mois d'avril au mois d'octobre. C'est la saison des combats. Au mois d'avril, Biden dit on va quitter l'Afghanistan et ils évacuent le 14 août. Au moment où les talibans sont le plus mobiles possible. Et ça choque personne. Il aurait fait ça au mois d'octobre, les talibans ils bougeaient pas de leur montagne, ils pouvaient pas descendre, et on pouvait évacuer, mais comme à la parade. Quand les talibans descendent, ils arrivent à la base de Bagram. La base de Bagram, la plus grosse base américaine en Afghanistan. Elle contient une prison où il y avait 5000 hommes. La base de Bagram est évacuée par les Américains en pleine nuit, c'est sauf qui peut, et évidemment les talibans, ils arrivent. Et évidemment, ils libèrent les 5000 personnes. Dans ces 5000 personnes, il y en a un qui va descendre à Kaboul, il va mettre une veste explosive, il va aller près de l'aéroport qui est en train d'évacuer là, et il va se faire actionner, il va tuer 13 militaires américains. C'est ça qui s'est passé. Donc les Américains sont... Et donc voilà, ils se sont tirés une balle dans le pied monumentale, et donc ça interroge qui, au niveau de la Maison-Blanche, a ordonné... La libération d'abord a ordonné le 14 août, le timing a ordonné la chute de Bagram, a ordonné l'évacuation telle qu'elle s'est passée, où on dit aux Pakistanais on n'a pas besoin de vous, mais par contre les Qataris, c'est bon. À Doha, il y avait 3 parties, il y avait les États-Unis, il y avait les talibans et il y avait les Qataris. Celui qui a donné l'argent pour que les soldats soient payés pour qu'ils rentrent chez eux, c'est pas les États-Unis. Donc c'est les Qataris. Il y a une enquête à faire pour déterminer l'origine des fonds. Dans ton livre Jeux de guerre, les Qataris sont les guest stars. Hein. Le livre démarre, je veux vraiment démarrer par cette citation parce qu'il faut revenir aux fondamentaux, quoi. Tu dis, ce livre est dédié aux 200 enfants de moins de 6 ans du camp de Roj, dans le nord-est syrien, détenus dans des conditions inhumaines. Pourrez-vous un jour nous pardonner de ce que nous faisons subir ? Tu mets ça en exergue de ton bouquin. Pourquoi ? Parce que moi, ça me gêne. Je pense à l'action de nos pères avant nous. Ces 200 enfants, il faut bien comprendre, ils ont eu un père djihadiste qui est mort. Ça, tous, ils sont orphelins de père. Et beaucoup sont orphelins de mère. Je donne un exemple. Il y a une petite fille de 5 ans dont le père est mort, évidemment, qui se trouve dans ce camp qui est un camp de tentes, qui est dans le nord-est de la Syrie. Et cette petite fille de 5 ans a vu sa mère mourir du diabète. Son diabète n'a pas été soigné, donc elle a vu sa mère mourir du diabète. Bon. Cette petite fille de 5 ans, on aurait dû la rapatrier. Elle est française, née de parents français, on aurait dû la rapatrier. On ne l'a pas rapatriée. Donc moi, j'ai un problème avec ça. Elle a quel âge aujourd'hui ? Elle avait 5 ans en décembre. Donc, donc c'est très récent. C'est récent, Oui, parce que ça fait un moment que des enfants... Moi, ça me choque que des enfants qui n'ont rien fait, qui sont innocents de tout, soient considérés comme étant détenus dans un camp de détention. Mais ça choque beaucoup de gens. Marie Dosset, l'avocate mais elle n'a pas de levier. Et donc l'idée, c'est quand même d'avoir un levier et de dire, voilà, au travers du livre, ce que je veux montrer, c'est l'implication de certaines sociétés, de certaines personnalités françaises, ce qu'on a fait, nous, comme erreur et comme financement, comme livraison d'armes. Pour donner une idée aux internautes de ce que ça représentait, les livraisons d'armes sur cette partie-là de la Irak-Syrie, quand il y a eu quand on était tous contre Assad, c'était tous contre Assad et on fait tout pour que Assad tombe. Et résultat des courses, on va livrer des armes, mais l'unité de mesure, c'est par dizaines de milliers de tonnes. Donc les armes, c'est lourd, ok, mais l'unité de mesure, c'est dizaines de milliers de tonnes. Donc il n'y a aucun contrôle. Et ça part dans tous les sens. D'ailleurs, tant que tu parles de Bachar, j'y pense, c'est un truc que j'ai relevé dans ton livre. Tu dis qu'il reconstruit son pays avec l'argent du Captagon. Ouais. Mais alors, tu peux expliquer ce qu'elle est ? C'est une drogue. Alors, c'est une chimique, drogue. C'est une drogue. C'est une drogue qui permet de. Ça fait pas planer comme certaines drogues. On se sent bien. On a un certain bien-être avec ça. C'est addictif, mais c'est pas cher. C'est les drogues de pauvres qu'on voit beaucoup maintenant sur Afrique, Moyen-Orient, Proche-Orient. Et donc, il y a 2 façons de reconstruire un pays ou de faire une guerre et de la financer. C'est le pétrole et la drogue. Les 2 ont des marges qui permettent de faire une culbute assez importante. Mais justement, quand j'ai lu ça, je suis allé voir un peu sur Internet et tout, et j'avais pas relevé, et je mesurais pas
comment dire, à quel point le Captagon était une drogue utilisée partout, là dans aussi, tous ces pays. Il y a une info intéressante du Moyen-Orient, en Afrique. Il y a un problème lourd, ce qui se passe en ce moment à Kaboul, c'est qu'il y a un laboratoire qui est en train de mettre au point un truc qui s'appelle le comprimé K, qui contient 22 composants, et qui est une drogue assez inédite parce qu'elle permet à la fois de planer et d'être excité, on va dire, pour faire simple. Hein. Et ça, c'est un souci parce que s'ils produisent beaucoup, là c'est en test sur les Afghans, le jour où ça sera mis au point correctement, ça peut débouler sur des marchés européens ou africains. Africain, ça sera peut-être un peu cher, mais pour l'Europe, ça sera autour de 2-3 € la pilule. Hein, donc c'est difficile. Et tu peux transformer un homme en machine de guerre. Zombie, mais en zombie, au bout d'un moment, c'est zombie. Et là, Bachar, il y a toute une industrie. Avec un port qui est dédié à ça. Et on sait combien d'argent ça génère et combien il y a de labos. Alors, les marges exactes, je ne les ai pas, personnellement. En revanche, la masse est suffisamment importante pour... on est dans en revenu, on parle en milliards. Hein, donc, oui, il va reconstruire son pays grâce à ça. Alors, le bouquin n'est pas comme L'homme qui en savait beaucoup trop. Il n'y a pas une narration, construite. Enfin, c'est construit, mais c'est plus, on va dire, des nouvelles ou des histoires autour des guerres dans le monde, autour des intérêts financiers qu'il y a derrière, de la corruption, etc. Mais il y a quand même plusieurs fils. Il y a le Qatar, il y a le pétrole, et il y a les ventes d'armes. Enfin, on retrouve ces ingrédients quasiment partout, quoi. Et d'ailleurs, tu démarres, on va suivre peut-être la chronologie du bouquin, parce que tu démarres par une chronologie qui, moi, m'a fait sourire, mais il faut dire que j'ai un humour un peu particulier, parce que tu résumes, tu démarres en janvier 2001, tu dis Bush vient d'être élu 4e président, tu parles de 43e président, tu parles du 11 septembre, tu parles de Villepin, de son discours à l'ONU, enfin, c'est que quelques lignes. Et puis, le 23 septembre 2010, je ne vais pas tous les lire, hein. Tu dis « En visite à Paris, l'émir Al Thani du Qatar offre 300 millions d'euros à la France pour éliminer le régime libyen de Kadhafi. À titre personnel, le président Sarkozy reçoit 15 millions d'euros pour son soutien pour la Coupe du Monde au Qatar. » Ouais, j'assume. Mais toi, tu lis Blast, alors Mais là, tu lis Blast. On reprend les documents qui ont été donnés, il faut lui rendre hommage à ce niveau-là par Bernard Nicolas qui a pu les obtenir. Et Thierry Gadeau. Thierry Gadeau. C'est des documents qui, par la suite, ont été analysés. Là aussi, on peut faire un petit point sur les documents et la révélation que j'avais fait à propos d'Israël. Donc les documents ont tous été donnés. Parce qu'après tu dis le Qatar donne 15 millions de dollars aux rebelles islamistes du Nord Mali. Après tu allumes BHL, tu dis BHL a touché je ne sais plus combien. Donc, c'est vrai. Et là BHL il est sur toutes les chaînes de télé, je ne sais pas si tu as vu, quoi. Tous ces journalistes, toutes ces trucs oublient tout ça, quoi. Enfin je veux dire, enfin des fois c'est désespérant, quoi. Enfin mais vas-y. Mais moi j'attends les procès avec plaisir. Néanmoins on en a un bientôt avec BHL. D'ailleurs si vous voulez nous soutenir, les procès coûtent cher, etc. Non, mais c'est vrai. Mais bon, le nécessaire a été fait, en tout cas à mon niveau, au niveau de T'as témoigné devant le juge en France. Je lui ai donné de la matière. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais comment dire ça ? Suite à ce témoignage-là, il a pris certaines mesures. Des commissions rogatoires. Voilà, je ne peux pas en... Non, mais c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui l'ai dit. Voilà, vis-à-vis de différents pays. Et donc, ça avance aussi. Les mêmes documents ont été confiés au ministère de la Défense et de la Justice en Israël. Il y a un petit ralentissement parce que le procureur général israélien a pris sa retraite au mois de décembre. C'est un homme exceptionnel et donc il n'est plus en poste. Il va y en avoir un nouveau, mais c'est difficile de le remplacer parce que c'était un homme justement exceptionnel qui avait un track record impeccable. Donc, mais ça va se faire. Et là, ce qui s'est passé en Israël est beaucoup plus grave. Il y a une infiltration qatari. Voilà, donc une infiltration qatari en Israël avec un Netanyahou qui a reçu une somme de 50 millions, ce qui représente 650 litres en billets de $100, une demi-tonne. Pourquoi tu parles de litres Parce que c'est le volume. Nous, on calcule tout de suite. Vous, c'est qui, les agents de renseignement ? Ouais. Comment on fait pour transporter 650 litres sur une demi-tonne à tel endroit ? Ah, c'est pas un virement, c'est du liquide qu'il a touché. Des Qataris.
C'est quoi le jeu des Qataris en Israël? Le jeu des Netanyahou. Qataris en Israël, ça leur a Pourquoi permis de financer les 4500 missiles qui sont abattus sur Israël. Ce qu'il faut voir aussi, c'est Attends, je comprends pas. Il paye Netanyahou. En août 2021, il y a eu des combats très durs et donc ça a coûté 1 milliard de défendre avec le dôme de fer pour aller taper dans tous les missiles qui leur tombaient dessus. Ces missiles-là n'auraient pas pu arriver jusque dans la bande de Gaza s'il n'y avait pas eu du cash qui était arrivé, et ce cash venait du Qatar. Ce cash venant du Qatar, il y a eu une réunion en 2018 avec le procureur général à Tel Aviv. Le procureur général réunit les services de renseignement et dit, voilà, moi je ne suis pas à l'aise. En 2018, il y a 200 millions de dollars qui arrivent déjà dans la bande de Gaza. C'est dangereux. Je considère qu'il faut arrêter ça. Et donc tous les services présents, Shin Bet, Mossad, etc., disent, oui, vous avez raison, c'est dangereux. Netanyahou tape du poing sur la table, il dit, moi, je continue. C'est comme ça. Et donc, on se demande... Enfin, il y avait une... Mais Netanyahou serait, d'après toi, suffisamment corrompu pour trahir son peuple et trahir Israël au profit des Qataris. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre ce qui se passe. C'est pas la seule infiltration. Il se trouve qu'après que ces papiers soient publiés, il y a 4 cadres dirigeants du Mossad qui ont pris leur retraite. Ce qui n'est pas très courant. Les papiers de Blast. Oui, qui a été publié. Ouais. Je sais qu'il y a eu des répercussions là-bas, on a eu des journalistes, etc. Bon, de toute façon, ça pas en France, mais en Israël. C'est marrant. Et moi, je confirme que moi-même, j'ai déposé ces documents à Tel Aviv auprès de gens qui sont capables d'en prendre connaissance de façon... je dirais, et il n'y a aucun doute sur le fait que Netanyahou est touché. Mais tu l'affirmes dans ton bouquin. Moi, je l'affirme. S'il n'est pas content, il me fait un procès. Nous, on est un petit peu prudents, mais... Voilà. Et donc, on comprend pourquoi il y a eu une attitude comme ça. Et voilà. Il y a des preuves de ce... Enfin, nous, on a les preuves du virement, mais de la réception et de l'utilisation de ces fonds. Est-ce que ça l'a enrichi personnellement? Est-ce que ça a servi? L'enquête, alors, il a droit à la présomption d'innocence. L'enquête doit se faire en Israël. Je pense qu'elle se fera. Elle peut se faire sous forme de commission militaire, et donc ça sera à huis clos. Mais je pense qu'elle se fera. Est-ce que ça sera étouffé? Oui, peut-être. Voilà. Bon. Mais c'est pas la seule façon dont Israël a été infiltré. Récemment, il y a eu le ministre de la Défense Benny Gantz qui a été infiltré dans sa maison. Il y a quelqu'un un Israélien qui était chargé du nettoyage, qui est rentré chez lui et qui a piraté son ordinateur avec une clé USB. Il a donné le contenu de son ordinateur privé, donc, aux Iraniens. Cette personne est israélienne. Il avait un casier judiciaire long comme le bras. Et je parle d'attaque à main armée, du lourd. Bon. Et donc, il n'aurait pas dû avoir ce qu'on appelle une security clearance, c'est-à-dire une autorisation de travailler chez un ministre de la Défense. Or, il l'a eu. Donc, il y a quelqu'un qui a corrompu suffisamment pour pouvoir faire rentrer cette personne chez Benny Gantz. Bon. Donc là, grosse alerte aussi. Le contenu de son ordinateur privé chez lui, il y avait des choses, des adresses de soldats, etc., mais il n'y avait rien de vraiment important. C'est le groupe Mosestaf iranien qui utilise des codes numériques israéliens qui a fait le coup. Ça leur a coûté peut-être 5 000 €. Enfin, c'était dérisoire. Bon. Peut-être plus pour monter l'opération, mais c'était dérisoire. Il y a une deuxième infiltration. Un agent iranien qui a réussi à recruter des Israéliens qui étaient en difficulté financière. Et c'est là où on a une population pauvre qui devient problématique en Israël. Et ces personnes ont accepté d'aider les Iraniens pour des peanuts. On parle de 2 000, 3 000 $. Voilà. Donc, il y a une porosité maintenant qui n'existait pas avant et qui est due au fait qu'on arrive à 9,5 millions de personnes en Israël. Il y a en gros, on va dire une douzaine de familles ultra riches et une petite bourgeoisie et le reste, c'est pauvre. Ça n'arrive pas à s'en sortir. Il y a un moment aussi où le shekel était très fort et donc tous ceux qui recevaient de l'aide à l'étranger, ils avaient une baisse de revenus parce que voilà. Donc là, c'est un problème. Il y a un problème de fond qu'il faut régler pour les Israéliens et ça va pas être simple. Et c'est aussi pour ça que Tsahal commence à s'entraîner sur l'intérieur
alors qu'ils s'entraînaient traditionnellement sur l'extérieur. Et là, ils commencent à réfléchir, à raisonner, à se dire, bon voilà, est-ce qu'on peut avoir une attaque de l'intérieur plus dense mais qui viendrait quoi, d'Israéliens pauvres qui se rebelleraient contre... D'infiltration, qui serait liée à des infiltrations, voilà. Parce qu'il y a ce problème-là. Avant, il était inconcevable. Du temps de Ben Gourion, on n'avait que des survivants. On avait les kibboutz, c'était l'esprit communautaire. Il était hors de question qu'il y ait des traîtres, pour en plus des montants aussi faibles, parmi la population israélienne. Et si revenons au Qatar, donc le Qatar, tu disais qu'Al-Thani est en train de retirer ses... Mon sentiment, c'est qu'il y a un retrait par rapport à ce que ça a été, et que c'est lié aux découvertes qui ont été faites dans différents pays de financement qui ne plaisent pas. La dernière fois, j'annonçais que le Qatar avait financé le Hezbollah et il y a des gens qui se sont manifestés en disant « c'est pas possible ». Donc en fait, le département de la justice américain a fait un accord avec le Qatar. Ils ont reconnu que le Qatar avait financé le Hezbollah, ils ont donné les noms, ils ont fait en sorte que dire voilà, on est maintenant amis avec le Qatar et ils arrêtent. Voilà. Bon, en gros, je schématise, mais c'était ça. Donc tout ça, on avait mis une ligne, je crois, sur le site aussi pour signaler ça. Voilà. Mais ça existait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une guerre, si Denis Robert est mon ennemi, et qu'il a un ennemi, je vais aller voir son ennemi pour aller lui taper dessus, même si je ne m'entends pas avec. Je peux très bien faire une alliance sunnite-chiite si c'est pour aller contre un ennemi commun. Un exemple pour ça, le général Qassem Soleimani qui est décédé, une des raisons qui ont poussé les Américains et les Israéliens à appuyer sur le bouton parce qu'ils l'ont fait ensemble, c'était le fait qu'il y avait une alliance entre des logisticiens du Hezbollah et les Palestiniens, qu'ils avaient discuté entre eux et c'est avec de la technologie chiite que les sunnites de la bande de Gaza ont amélioré leurs missiles. Voilà, il y a eu ce partenariat. On le sait depuis pas tellement longtemps concrètement que ça s'est passé, à quel moment ça s'est passé, etc. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour lutter contre quelqu'un qui était brillant comme Qassem Soleimani. Le seul moyen, c'était de l'éliminer, quoi. Bon, voilà. Et sur le Qatar, d'ailleurs, c'est ton premier chapitre. Enfin, on t'en parle beaucoup dans le livre. Il était une fois le Qatar. Donc tu reviens, tu publies un peu nos documents. Enfin, mais tu donnes un regard et une explication. Qu'est-ce que tu as appris de plus prenons l'exemple du football, par exemple, sur la FIFA. La Coupe du Monde va avoir lieu. Enfin, c'est malgré cette corruption qu'on a pu documenter, là, Nasser El Raifi va être vraisemblablement condamné parce que le procès, il y a les papiers d'Excellent Publié du Monde de Rémi Dupré qui, quand on les lit, on se dit que c'est tellement édifiant pour eux que comment peut-il s'en sortir. Heureusement que la Suisse fait le boulot et plus rapide que les Français, tu vois, mais... Alors... Football, d'abord. Football. Si on regarde la partie... le dossier FIFA. Le dossier FIFA aux États-Unis, c'est 5 juges, c'est 14 arrestations, c'est 200 millions de dollars qui ont été saisis et reversés à la FIFA. En France, le juge a des difficultés, mais il reçoit de l'aide. La différence entre... Le juge n'est pas mauvais. La différence entre le juge français et les 5 juges américains, c'est pas le nombre, c'est l'accès aux renseignements et l'accès aux agences de renseignement. Le juge américain, il va voir l'agent du FBI qui est dédié à son dossier, et l'agent du FBI, il peut aller voir la CIA, il peut aller voir la NSA, il peut avoir tout ce qu'il veut collecté par ces agences de renseignement. C'est pour ça qu'ils arrivent à tracer. Le juge que j'ai rencontré, il a accès à la police judiciaire, point barre. Oui, mais qui elle-même voilà. est... Elle-même, la police judiciaire, elle a accès à rien du tout, on lui donne rien du tout, parce que ça pue, parce qu'il n'y a pas de soutien du renseignement à la justice. Oui, mais parce que c'est politique, parce qu'on bloque Parce qu'il n'y a pas de renseignement, de soutien du renseignement à la justice, parce qu'on ne respecte pas l'article 40 de procédure pénale, et parce que d'un côté, il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans une zone de non-droit, où ils peuvent aller pantoufler après dans le privé, on ne sait plus trop si c'est une agence privée ou une agence publique, hein, et il n'y a aucun soutien à la justice. Le contribuable, il paye les salaires de la DGSE. Ouais.
La DGSI, c'est un peu autre chose, mais ils payent les salaires de la DGSE. Donc, quand il y a des dossiers internationaux comme ça, quand on parle du dossier Raven, où on peut collecter des informations, il y a plusieurs pays qui ont les dossiers Raven. Hein, tout ça est documenté sur le site de Blast. Hein, voilà. On a fait un papier là-dessus. Donc, tu dis les Français payent, mais ceux qui payent surtout, c'est les Qataris. Et il y a un degré de corruption. Ton bouquin s'appelle Corruption française. La face cachée du terrorisme, d'ailleurs, on peut en parler du Qatar et du terrorisme. Mais là, sur la France, sur le football, mais si on déborde le football, les Qataris ont arrosé des politiques, on donne des noms. Enfin, il y a Sarkozy qui est quand même très impliqué dans cette histoire-là. C'était très facile. Pourquoi la Macronie, pourquoi Macron ou Dupond-Moretti, où il s'honorerait de dire on va faire toute la lumière là-dessus, le parquet national financier, en qui on a donné aussi des documents. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Donc il y a un jeu de je te tiens, tu me tiens dans cette histoire. Il faut se rendre compte d'une chose. Il faut se rendre compte d'une chose et de la difficulté de cette justice. Au niveau européen, en moyenne, il y a 11 procureurs pour 100 000 habitants. La moyenne européenne. Ouais, je sais. Ouais. En France, 3 procureurs pour 100 000 habitants. Donc, oui, tout est urgent. Oui, tout le monde voudrait la justice. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on voudrait tous être au-dessus du panier, tous avoir accès au juge, tous faire le juge, il n'en peut plus. Non, mais j'entends. Voilà. Quand on voit à Lyon un simple tribunal judiciaire qui commence à 14h et qui termine à 5h du matin, ça marche pas. Mais c'est pareil à Marseille, c'est pas de la justice. C'est pareil à Metz, voilà. c'est pareil. Donc, on a ce problème-là. Je comprends que ça soit difficile à comprendre, mais on a ce problème-là qui n'est pas un problème de corruption, qui est un problème d'abandon. Et dis-moi, sur donc Bernard-Henri Lévy qui nous attaque, on va le retrouver au tribunal en appel bientôt. Tu as des éléments nouveaux, tu publies le livre sur cette réunion. Il y a un élément nouveau en ce qui concerne l'affaire Lafarge. Il y a un éclairage particulier qui concerne l'affaire Lafarge. Tu peux en parler un petit peu? Alors, oui, bien sûr. Pourquoi Lafarge était en Syrie? Bon, c'est l'absorption d'un groupe qui s'appelait Orascom et qui contenait que des actifs pourris. Vraiment. Corée du Nord, Pakistan, Irak, au moment où c'était la guerre, et là je les renseignais sur ce qui se passait en Lafarge pendant la guerre en Irak, donc je savais bien, tout partout, tout était attaqué. Et le seul truc qui fonctionnait un petit peu, c'était cette cimenterie dans laquelle ils avaient investi, qui se trouve à peu près à 150 km d'Alep. Voilà. Donc en 2011-2012, ils voient bien que ça va pas bien. Les gens de Lafarge qui sont dans cette cimenterie, ils voient bien que ça tourne mal. Bon, mais allez, on peut dire c'est momentané. À un moment, Bachar el-Assad annule la loi d'urgence, il essaye de faire un pas en avant, ça se frite, mais c'est encore gérable. Il n'y a pas beaucoup de combattants étrangers qui déboulent, mais c'est le moment que choisit BHL pour aller voir l'émir Al-Thani et lui dit « Voyez, émir, ce qu'on a fait en Libye, c'est merveilleux, on va faire la même chose en Syrie. Et donc, je vais vous amener des camarades tchétchènes, voilà, et donc il faut nous payer. » Et c'est à ce moment-là que ça se fait et que ça commence à dégénérer. Donc, synthétiquement, on a quand même... Mais BHL, si ce que tu dis est vrai, il n'agit pas de son propre chef, il agit au nom de Nicolas Sarkozy. Il représente Nicolas Sarkozy au moment. Ça, c'est documenté aussi. Ouais. Et donc, la suite ? Et donc, la suite, c'est que ça dégénère après en Syrie, que Lafarge, il se retrouve face à des combattants étrangers, entre autres. Il y a du Dagestanais, il y a tout ce qu'on veut. Et que ça commence à être sauf qui peut. Moyennant quoi, ils n'ont pas de solution d'évacuation. Là, il y a une faute à ce niveau-là qui est quand même flagrante. Une faute de qui ? Normalement, quand vous avez déjà les prémices d'un conflit, il faut prévoir une solution d'évacuation. Même en temps de paix, d'ailleurs, on prévoit une solution d'évacuation sur des zones à risque. Hein. Donc, et donc là, ça s'est pas bien passé. Hein. Et donc, il y a eu un financement, etc. Mais les 12 millions d'euros de Lafarge, c'est négligeable, c'est rien, c'est une miette. Tu peux expliquer les 12 millions, parce que là, je sais, mais... Lafarge a financé Daesh à hauteur de 12 millions pour pouvoir continuer son activité. Bon, c'est dérisoire. Pour vous donner une idée, les 2 procureurs italiens qui ont fait l'enquête sur le pétrole, la vente du pétrole de Daesh, ils ont documenté judiciairement 52 cargaisons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 52 cargaisons, ça veut dire qu'ils ont pu documenter 52 cargaisons. Il y en avait pour plus de mémoire, je crois que c'est 1,2 milliard ou 1,7 milliard.
de dollars. C'est pas la même. Et là aussi, c'est des sociétés françaises comme Ruby. Alors, c'est la société Ruby qui a permis, avec son terminal pétrolier, que ce pétrole soit versé dans des tankers et que ces tankers puissent prendre la mer, etc. Et là, c'est Thierry Gadot aussi qui a été un des premiers à documenter ça, à faire de très bons papiers que j'avais publiés. Donc, on est face à... C'est-à-dire, quand on lit les compagnies pétrolières, en tout cas, c'est le diable. Enfin, je veux dire, si tu as une sorte de hiérarchie dans l'ignominie, on peut utiliser ce mot, en fait, ou dans le cynisme, tu dis les compagnies pétrolières, tu racontes au début cette réunion avec les 7 grosses compagnies qui commencent à se partager. Elles se partagent le monde. Le pétrole, c'est le pouvoir. On va dire Marc Échinger, il est conspi, il voit des... C'est quoi cette histoire de mecs qui se réunissent? Le truc que je peux dire, c'est que après, moi, je vais regarder un peu sur Google ou sur... Et je dis, putain, mais merde, il y a des faits précis et c'est très documenté, quoi. Ouais. Et on te prend, voilà, il faudrait que j'étudie, parce que là, je viens de le lire, mais donc, on te prend rarement à défaut, quoi. C'est un peu... parce que je connais bien ce milieu-là, je connais bien... je peux pas dire pour qui j'ai travaillé, mais il y a des gens pour... Tu as travaillé pour des compagnies privées J'ai travaillé pour des compagnies privées pétrolières qui appartenaient à des gens qui étaient plus dans le milieu du militaire privé qu'autre chose. Mm-hmm. Bon. D'ailleurs, question qui n'a rien à voir, t'en parles pas dans le bouquin, la mort du patron de Total en Russie, c'est quoi ta lecture de cet événement? Non, je ne me prononcerai pas dessus parce que j'ai pas d'éléments forts qui me permettent de dire il a été tué ou pas, etc. Bon. C'était peut-être un Est-ce que M. Pouyanné, son successeur, est proche ou plus pro-Poutine que l'était là? Peut-être. Oui, sûrement d'ailleurs, quand on voit les positions qu'il prend en ce moment. Voilà. Donc, et là, il tranche par rapport aux autres majors, ce qu'on appelle les majors, c'est les grandes compagnies pétrolières, qui, elles, se retirent nettement. Je veux dire, il y en a qui sont prêts à faire un trait sur, je crois que c'est 18 milliards pour British Petroleum. Pouyanné, il a un peu de mal. Donc, il dit, je ne financerai pas d'autres projets nouveaux. Bon... Non, mais revenons sur la diablerie, en tout cas, de ces pétroliers. Toi, tu expliques assez bien dans le livre, enfin, tu expliques comment ces gens-là, finalement, financent Daesh. Et c'est une de tes thèses. C'est vrai qu'en ce moment, il y a toujours le procès du Bataclan. On en avait déjà parlé ensemble. Thierry aussi, on a parlé dans ses bouquins, dans des papiers qu'on publie. Pourquoi d'abord, quelle est l'implication de ces compagnies dans le financement de Daesh? Comment tu le documentes et ce que tu peux en dire? Et pourquoi la justice française, qui est quand même... Les Français sont victimes de ça, pourquoi on n'entend pas ces personnes? Pourquoi on ne s'oriente pas dans cette direction? Alors, il y a une enquête préliminaire en France qui est dirigée par une commissaire. Il y a une information qui est faite des autorités françaises. Je ne peux pas aller tellement plus loin, mais il y a une information qui est faite. Elle est faite aussi parce qu'on peut s'interroger sur le travail de Ruby. Par exemple, en Haïti, Ruby a 133 stations-service en Haïti. Bon. Haïti, aujourd'hui, c'est dominé par les gangs. Et celui qui tient à Port-au-Prince les dépôts et les stations-service, c'est quelqu'un qui se fait appeler Monsieur Barbecue. Il se fait appeler Barbecue. C'est le leader du gang G9. C'est lui qui a buté le président? Voilà, alors bon, il y a des histoires. Mais en fait, Haïti appartient aux gangs. Donc, c'est curieux quand même que cette société soit... Alors, elle a provisionné 46 millions d'euros sur ses actifs haïtiens, mais c'est un business model un peu particulier. En Corse... C'est très mystérieux, Ruby, parce que personne en parle, personne ne connaît vraiment, pourtant c'est... C'est coté en bourse. Alors, il y a 83% du capital qui est coté en bourse, qui est le flottant est important, on va dire, mais il y a une commandite. Donc, peu importe, c'est la commandite qui contrôle. Et il y a une famille qui est derrière, il y a des gens. Bon. Alors, intéressant aussi, en 2011, Total, qui tenait le dépôt pétrolier de la Corse, le DPLC, et il y avait aussi des grosses majors qui étaient impliquées dans l'essence en Corse, Total perd des dizaines de milliers de litres d'essence qui sont volés. Bon. Le responsable de la sécurité de Total va en Corse. Ça se passe mal pour lui, il se fait braquer en sortant de chez lui, on lui met un flingue sur la tête. Et résultat des courses, Total se retire de la Corse. Aujourd'hui, la société qui a un quasi-monopole, je dis quasi parce qu'ils n'admettent pas qu'il y a un monopole, mais l'autorité de la concurrence considère qu'il y a un quasi-monopole. Donc la société qui a ce quasi-monopole, c'est Ruby.
Et Ruby s'entend bien avec, visiblement, avec tout le monde. Maintenant, c'est Jean-Guy Talamoni qui est président du Conseil régional de la Corse. Et bon, c'est les nationalistes. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils financent les nationalistes, mais je m'étonne qu'une société soit arrivée vraiment à ce résultat-là, qui est brillant, parce qu'entre Total, qui perdait des dizaines de milliers de litres, qui se fait menacer, il ne se passe plus rien, et malgré le prix de l'essence, tout le monde accepte. J'ai deux questions en essayant d'aller plus loin que cette histoire de noir pétrole. C'est d'une part, que devient l'État islamique, dans ton bouquin, tu en parles. On a l'impression que c'est peau de chagrin, mais ça peut revenir un peu, parce que là, il y a l'histoire que tu racontes avec l'assassinat du professeur. Et quelle information tu as ou tu pourrais avoir sur l'état des forces en ce moment ? Il y a un peu différents États islamiques. Il y a celui aussi qu'on retrouve en Afghanistan, qui a bénéficié de l'abandon de militaires qu'on avait formés, que les Américains avaient formés, notamment des militaires haut de gamme que les Américains avaient formés, qui ont basculé dans le camp de l'État islamique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, voilà, notre ennemi, c'est les talibans. C'est les talibans qui veulent nous tuer. Vous voulez tuer les talibans. Donc on va aller avec vous, comme ça on peut vivre. C'est ce qui s'est passé. Et ils sont nombreux ? Ouais, il y a pas mal de monde, quand même. C'est quoi, 1000, 100 ? Plus que ça, plusieurs milliers. Ouais. Et donc, les talibans, aujourd'hui, ne contrôlent plus l'Afghanistan, si tant est qu'ils les contrôlaient un jour. Et, d'ailleurs, si on retombe sur le Qatar, là. Voilà, ça a été... ça part en sucette. Donc, il y a une contestation de la frontière avec le Pakistan, ce qu'on appelle la ligne Durand, et ça commence à friter à ce niveau-là. L'Est, Nord-Est n'est plus sous contrôle taliban. Ça part. Je pense que cet Afghanistan va se terminer par une cartélisation en fait du pays, où il y aura des barons qui seront patrons de cartels, et puis on va vivre comme ça. Donc, on a vu apparaître récemment dans les médias un taliban alors au visage... Al-Khani, voilà, Al-Khani, qui était toujours... Il apparaissait jamais. Maintenant, il est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. Ouais, mais pourquoi il accepte d'apparaître ? Il n'a pas le choix. Les talibans ont choisi de mettre comme ministre clé certaines personnalités qui ont des primes sur leur tête, mais qui sont des emblématiques. Et ce Haqqani, c'est quelqu'un de puissant, qui a des hommes qui sont assez chauds, et donc, il se retrouve aux commandes. Bien sûr. Ma question de départ, tu vois, c'est à la fois le problème et l'intérêt avec toi, c'est qu'on part, c'est passionnant l'Afghanistan. Peut-être on y reviendra, mais je voudrais savoir sur l'État islamique, parce l'État islamique sur le reste, sur le reste. Il y a des attentats suicides, on en voit un peu. Mais il y aura toujours. Mais on n'a pas résolu le problème de la pauvreté, on n'a pas résolu le problème de l'emploi, on n'a pas résolu la reconstruction, que ça soit en Syrie, que ça soit en Irak, etc. Donc forcément, il y a un creuset de gens qui se disent, moi, ma raison de vivre et ma chance de mourir, c'est que l'État islamique, parce que j'ai rien d'autre. Et voilà, et c'est à ça qu'il faut donner une réponse. Et pourquoi il y a une opération homo comme ça, qu'on décide de buter ce chef ? C'est d'abord parce que c'est emblématique, parce qu'on en parle dans toute la presse au moment où c'est fait, et puis c'est une façon de leur dire, vous voyez, le prochain, il passera aussi, quoi. Donc, abandonnez, les gars. Et il y a d'autres poches où on retrouve l'État islamique ou Daesh dans d'autres pays un peu actifs, ou tolérés ou... Alors, il y a des groupuscules islamiques. Alors, est-ce qu'on peut les rattacher il y a toujours un peu du Boko Haram, ils sont toujours là. Comment on les considère ça n'a rien à voir avec l'idéologie de l'État islamique, même si... alors, ça reste des groupes terroristes à obédience islamique, on va dire. Voilà, bon... Ça reste des émanations de la pauvreté et de ce que ça peut donner quand on est dans un pays pauvre. Et quand on te lit, on se dit, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, le Qatar est un peu un chef d'orchestre de... Bien sûr. C'est ça qui est fabuleux, c'est que la famille, parce qu'on dit le Qatar, mais en fait c'est la famille régnante, voilà. Ils ont financé le terrorisme Urbi et Torbi, peu importe qu'on soit sunnite, chiite, n'importe quoi, c'était bon. Alors pourquoi un combat contre les gens disent mais pourquoi, quel est l'intérêt, etc. Mais c'est peut-être parce qu'à un moment on se prend pour Dieu, voilà, et on se dit je finance ça, ces gouvernements occidentaux sont des laquais, je les achète comme je veux, ils n'ont pas tort. Après je finance les rébellions où je veux.
j'ai la foudre. Mmh. Et ils continuent à l'avoir ou ça commence Alors, à la foudre, ils savoir. l'ont toujours parce qu'ils ont l'argent. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos infos. Comment tu analyses ça, toi, comme ça, avec le recul essayons de dépassionner la chose. Pourquoi on publie 18 ou 19 papiers et que très peu de journalistes en parlent? Moi, j'ai plein de journalistes qui m'appellent, c'est super ce que vous faites et tout, mais c'est la peur des procès, c'est quoi? Alors, peut-être un peu. Et puis, la façon dont ils ont été amenés n'était peut-être pas la plus habile possible. Il fallait que je me protège un peu. Voilà. Donc, il y avait des petits, voilà. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces documents se trouvent en possession de plusieurs pays, de plusieurs services de renseignement, et pas d'une seule source. Et donc, il fallait les analyser, les recouper, etc., etc. Bon, ce qui a été fait. Bon. Donc là-dessus, ça a été fait par la suite, et c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont en cours. Bon, je ne peux pas aller dans le détail, mais et il faut voir la gravité de ce que ça représente pour certains pays et les conséquences. Voilà. Je pense au Yémen, par exemple. Oui. En ce moment, au Yémen, c'est terrible ce qui s'y passe. Personne n'en parle. Et le Qatar est quand même très impliqué dans cette guerre au Yémen. Oui, avec... tu en parles d'un peu. Voilà, et avec des allers et des retours, avec des trahisons, avec des... Voilà. Et là, le Qatar est revenu dans le club des pays arabes fréquentables, ce qu'on appelle le Golfe, en début d'année. Et donc, il y a eu en début d'année 2021 plutôt. Et il y a eu ça a été vécu un peu comme une trahison. Par les Nord-Yéménites. Bon, parce que le Qatar, avant, les soutenait. Alors, pourquoi ils soutenaient? Ils sont chiites. Oui, c'est toujours la même chose. Ils sont chiites, mais ils sont contre l'Arabie Saoudite. Donc, le Qatar était content d'emmerder l'Arabie Saoudite. Voilà. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de... Mais on a du mal à décrypter quand même en lisant ton livre, la stratégie qatari. Quoi. La stratégie, en dehors d'arroser tout le monde. Voilà, mais à un moment donné, c'est pas inépuisable quand même, le ressource. C'est un pays gazier. Mais... Pour une famille, cher Moza, Altani et son père, etc., c'est inépuisable. Ils n'ont pas assez de leur vie pour dépenser l'argent. Non, pas assez de leur vie, mais quand même. Et après, en dessous, on voit bien dans la documentation que les gens ont peur, parce qu'à chaque fois qu'ils font un paiement, que l'argent va d'un endroit à un autre, ils font tout de suite une lettre. Et donc, il dit, oulala, j'ai peur, j'écris. Je dis, voilà, j'écris, je tamponne et machin, je certifie avec un code barre 2D et j'envoie l'argent avec le... Les gens c'est génial parce que ça permet de tracer, mais on montre l'angoisse que peuvent avoir ces gens-là par rapport à ce qu'on leur demande de faire. C'est une bonne lecture parce que pour avoir eu ces lettres dans les mains et pour les avoir publiées, donc j'ai pris personnellement le risque judiciaire de les publier. On a dit que c'était sans doute des faux, etc. Heureusement, j'avais confiance en Thierry et en Bernard et je connaissais parfaitement la source. Mais c'est vrai que l'explication selon laquelle les traces écrites, qui sont nombreuses, et comment dire, elles sont fortes, quoi. Enfin, on peut pas les discuter parce qu'ils ont plus des codes barres, etc. Les types le font pour se protéger parce que si t'as pas de traces écrites, bien sûr, tu peux être accusé d'avoir pris dans la caisse. Ce qui est terrible, c'est que les gens se disent mais comment ça a pu sortir, quoi. Voilà. Donc ça sort. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'école britannique. Indépendant au départ comme le nôtre les publie. Peut-être si on avait été évidemment plus, on était tout nouveau, quoi. Là, ça fait 1 an qu'on existe. Mais c'est grâce aux gens qui nous financent. Je ne vais pas revenir là-dessus. En fait, pourquoi la justice les accepte sans... Voilà, c'est parce que... comment dire, la justification a été apportée de l'origine des documents. De notre bonne foi, en plus. On n'a aucun compte à régler. Mais l'origine des documents, qui les avait, qui a essayé de les récupérer, comment ça s'est passé, tout ce qui concerne ces documents-là a été apporté au juge. Et pas seulement aux juges français. Voilà. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails. Non, mais je les connais. Je n'ai pas envie, on ne peut pas tout dire et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas, moi qui aime le foot, tu vois, j'ai regardé le match du Real et bon, j'adore Mbappé, ça c'est mon côté midinette avec les footballeurs, mais j'étais presque content que le Real, c'est de les voir perdre, parce que derrière, il y a toute cette merde. Comment aujourd'hui on peut être journaliste à l'équipe, que je lis quasiment tous les jours, faire des tartines sur la Coupe du Monde, alors que je parle des mais la réponse, des types voilà, la réponse, elle est avec les gens qui nous regardent. Moi, je vous
Voilà, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu des milliers de morts pour construire les stades. Il y en aura des milliers pour les déconstruire. C'est grotesque, cette Coupe du Monde au Qatar. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Même moi qui aime le foot, j'ai beaucoup de mal pour la regarder, j'espère. Ne regardez pas les images, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'être complice. Vous n'êtes pas complice. Tu sais, soyez libre de penser ce que vous voulez, mais par pitié, sans même parler de la corruption, quand vous voyez dans quel contexte ça s'est construit, ces stades, comment on peut encore se dire, tiens, je vais regarder les gens jouer au foot là. Les professionnels aillent jouer au foot, ça c'est leur métier, tout ça. Ok, mais laissons-les jouer au foot. Non, mais les professionnels du foot, ils ont des cerveaux aussi. Je veux dire, il y en a un qui en a un des cerveaux, c'est Cantona. Voilà. T'as vu Merci Cantona, d'ailleurs, t'es un joueur formidable. Et là, sur le Qatar, c'est un des seuls qui est pertinent, quoi, en disant, mais putain, qu'est-ce qu'elle représente, cette Coupe du Monde? C'est une honte. C'est même presque pire qu'en Argentine, quand il y avait Videla. Elle est vraiment, ces terrains de foot c'est du fumier de corruption sur lesquels tous les mecs vont jouer. Quand ils vont mettre des buts et lever les bras, c'est honteux, quoi. Parce que en plus, les gens qui ont un doute, ils peuvent, parce qu'il y a des gens qui vont découvrir notre conversation, qui connaissent pas Blast, etc. Allez sur le site, regardez les documents, vous verrez que tout ce qu'on dit est absolument fondé, quoi. Alors après que la justice ne s'en empare pas, etc. Mais non, ça va prendre du temps, quoi. Non, mais ça participe aussi de ton énerve. Mais toi, t'es jamais énervé, quoi. Non, mais je veux dire, il y a un moment donné, on est dégoûté. Enfin, tu vois, il y a une sorte de... La colère est froide. La colère est froide. Le bouquin est froid aussi. Et donc, moi, ce que je voulais surtout, c'est donner quelque chose qui soit accessible à tous et qui puisse leur faire prendre une prise de connaissance de ce que représente la corruption pour notre pays, l'impact que ça a eu et tout ça, et leur dire, voilà, on va faire une comparaison, on va dire, voilà, ça c'est l'état de la France aujourd'hui, c'est l'état de la corruption, on voit l'épaisseur, mais c'est aussi l'épaisseur de l'espoir. Ça, c'est l'épaisseur de l'espoir. Et ça c'est Beyrouth. Tu as amené ce livre-là. Ça c'est Beyrouth, et ça c'est ce qui leur reste d'espoir. La première phrase de ce livre-là, c'est « Demain est mort ». Comment il s'appelle ce livre? L'auteur, il s'appelle Camille Yamoun, il a écrit Octobre Liban. Il a une plume merveilleuse. On voit qu'il écrit avec ses tripes et qu'il a une souffrance interne qu'il essaye de retranscrire. Et donc, il en a fait un petit livre comme ça, où il décrit les rues de Beyrouth en disant, là, dans tel quartier, on ramasse plus les poubelles parce que le contrat, c'est contrat avec tel groupuscule. Dans ce quartier-là, on reconstruit pas non plus parce qu'on va détruire beaucoup plus qu'on va construire, sinon il faut payer le bakshish, etc., etc. Et on se dit, quand on lit ça, je me dis, mais Marseille, c'est pas très loin de cet état-là. Quand même. On ramasse plus les poubelles parce qu'il y a un moment, non, ça va, il les ramasse. Il y a des quartiers infréquentables, parce qu'ils sont. Mais tu peux pas comparer. Alors, Beyrouth je compare pas Beyrouth à Marseille, d'accord. Mais je me dis, il y a de l'espoir, Oui. et voilà. Et voilà. Mais parce qu'à si Beyrouth, vous voulez passer Liban, de ça à ça, vous faites rien. À Beyrouth et au Liban, et on l'a vu avec l'explosion, etc. On est, j'allais dire, dans la quintessence de la corruption, quoi. Voilà. Alors, un exemple. Le port de Beyrouth va être reconstruit par une société française. Pour pouvoir reconstruire ce port, il faut payer le Hezbollah. On ne peut pas reconstruire le port de Beyrouth sans payer le Hezbollah. On ne peut pas poser une pierre dans le port de Beyrouth sans payer le Hezbollah. D'accord ? Que ça soit clair. Donc, cette société française, elle doit dire, je vais payer, parce que je n'ai pas le choix, c'est comme ça, il faut reconstruire ce port de toute façon. Donc, je vais payer tant à telle date et dans telle banque. De la transparence. Et avec ça, je n'ai pas de problème. Si, en revanche, ça se fait derrière en disant mais non, on n'a pas payé personne, non, c'est une affabulation. Alors là, ça énerve. Il y a un truc que j'avais lu dans ton bouquin, tu vois, page 125 et 132, c'est cette idée que tout le monde savait depuis toujours que le Qatar finançait Daesh, et cette idée que tous les services de renseignement savent ce qui se passe pour le pétrole, ce dont tu parlais tout à l'heure, quoi. Ouais. Mais si tout le monde sait, pourquoi rien c'est ma question est con, mais... Parce que l'idée c'était de dire mort à Assad. Le slogan de l'époque, c'était mort aux Alaouites, donc mort aux chiites. Les Alaouites, c'est des chiites. Donc mort aux Alaouites et les chrétiens à Beyrouth. Sachant qu'à Beyrouth, on ne veut pas des chrétiens syriens. Bon. Ouais. Donc en gros, on savait que l'idée de base, c'était de liquider les Alaouites chiites et les chrétiens. Bon. Et c'est sur cette base de slogan que François Hollande trouvait super d'aller taper sur Bachar el-Assad.
Tu l'allumes un peu, La France aveugle de Hollande, c'est le chapitre 16, lui. Ouais. Mais avant, tu cites Bachelet, d'ailleurs, le patron de la DGSE. Je voudrais lire parce que tu réponds un peu à la question à la fin d'un des chapitres, qui est le chapitre 15. Tu dis, la question que je te pose, d'ailleurs, pourquoi rien ne change ? Tu dis, parce qu'on ne fait pas ces jeux de guerre pour les gagner, mais pour capter des budgets, vendre des armes, des contrats de reconstruction. Peu importe les souffrances des populations et les migrants qui se noient dans la mer, au pire, nous parquerons les rescapés dans les banlieues. Quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Quand on fait le parallèle entre l'intervention en Libye et l'Ukraine. On intervient en Libye sous le principe de la responsibility to protect de l'ONU, une doctrine qu'on n'avait jamais utilisée, et alors que la population n'est pas menacée, il n'y a aucune colonne de chars, on en a déjà parlé, il n'y a pas d'aviation, il n'y a rien qui les menace. On voit bien que c'est des islamistes qui vont sur la Libye, on le sait, et on intervient en faveur des islamistes, on va les armer, on en a parlé lors de la précédente interview, et quand on voit ce qu'on fait en Ukraine, voilà, là, il n'y a pas de responsibility to protect. On ne dit pas l'ONU, mais l'ONU, elle est où, là ? En Ukraine, elle est où ? Oui. Là, il y a une vraie population qui est bombardée, il y a les chars, il y a tout, et il n'y a pas responsibility to protect. Et quand tu regardes les infos depuis 10 jours, là, on voit... je reviens à lui, parce que franchement, c'est ma tête de turc, quoi. C'est Bernard-Henri Lévy. Enfin, moi, c'est-à-dire qu'il me fait rire, quoi. Enfin, il me fait rire. Je ris jaune quand je le vois, mais le va-t-en-guerre qui se plante tout le temps et qui est tout le temps invité sur les plateaux. Tout à l'heure, tu dis... tu restes froid, mais quand tu vois ça, à un moment donné, t'as pas envie de... Je sais pas, ça fait de l'audience, c'est du commerce. Voilà, c'est de l'information. C'est pas de l'information, c'est du divertissement. Hein, en France, quand il y a une guerre, on a nos philosophes. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Voilà. On invite des philosophes sur les plateaux, ça doit les faire marrer, les Russes. Mais lui, il a une responsabilité mais il y a que la France morale. Pour faire ça, ouais, non, mais je sais. Et un jour, je veux dire, c'est pas du tout sur le ton de la menace que je dis ça, mais un jour, je sais pas, peut-être que ces journalistes vont se réveiller, vont s'informer tout simplement, vont lire, et tout ça va s'effondrer. Enfin, ces fausses valeurs, ces types comme ça, il y a quelque chose de... Mais moi, ce que je voudrais aussi, c'est que ce livre il puisse être lu par les gens qui sont en prison à l'heure actuelle pour leurs faits de proximité avec des groupuscules islamistes, pour qu'ils se rendent compte à quel point ils ont été utilisés, manipulés, etc. Voilà. Et sans rancœur. Alors, je ne retrouve pas des circonstances atténuantes, mais il y a un moment dans une guerre où il faut tendre la main, hein, et il y a un moment où il faut comprendre l'autre. Quand on est le 10e, j'ai vu des expertises sur certains cas, et c'est dramatique. Franchement, les gens devraient en avoir comprendre. C'est pas de la complaisance, mais il y a un moment où il faut pouvoir leur parler. Si on parle pas à son ennemi, on pourra jamais terminer la guerre, et ça, il faut la terminer vraiment, vraiment. Ce que je voudrais aussi, c'est que les gens comprennent que ceux qui nous protègent le mieux des attentats islamistes, c'est des Arabes. Les policiers de la cellule Al-At, c'est quoi cette cellule ? La cellule Al-At, c'est une cellule à la DGSI qui est là pour collecter des informations et faire des infiltrations sur les différents groupuscules islamistes. Donc ils jouent leur peau à chaque fois, alors qu'ils sont payés comme le policier qui a le même grade et qui fait la circulation dans la rue. D'accord ? Et évidemment, c'est pas des blonds aux yeux bleus. Hein. Évidemment, ils ont des prénoms qui sont des prénoms d'origine arabe. Et évidemment, ils ont une couverture qui correspond à ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et donc, mettez-vous à la place de ces gens-là quand ils écoutent Pécresse, Zemmour, etc., qu'on leur parle de Karcher, qu'on leur dit ton prénom, c'est pas ta... Tu vois, c'est une blessure. Voilà. Quand on voit au 14 juillet la Légion défiler, tout le monde applaudit. Sauf que le légionnaire, quand il rentre chez lui et qu'il prend un habit civil, il n'a pas la bonne couleur de peau. Il a un accent quand il parle. Voilà. Et ça les blesse. Voilà. La France, elle a une tradition, elle a une histoire, elle est faite d'une multitude de mélanges de populations. Peu importe le prénom qu'on peut avoir, ce qui importe, c'est ce qu'on fait avec sa vie. Tu as vu enfin, je ne sais pas si tu as entendu peut-être les propos honteux de Zemmour, c'est tout le temps des propos honteux, mais Marion Maréchal Le Pen, là, qui vient de dire, j'ai vu ça ce matin en allumant la télévision, que dans les populations qui fuient l'Ukraine, il y a un tiers
d'Arabes, de Marocains et d'Algériens, et que eux, il faudrait les filtrer et pas les accueillir. Parce qu'il y a eu toute cette polémique sur Zemmour qui, dans un premier temps, dit on n'ouvre pas nos frontières et tout pour te monter la débilité du mec. Et elle, qui est encore plus cruche et sous-informée. D'abord, c'est faux. Cette statistique est fausse. Elle sort de nulle part. C'est comme leur grand emplacement et tout ça, c'est faux. Mais comme les médias le reprennent en permanence, à un moment donné, et ça c'est horrible de dire ça. Non seulement ça, mais il y a une responsabilité d'assistance par rapport à une population qui fuit. Et quand on a connu la guerre, quand on sait ce que c'est qu'une zone de guerre et qu'on voit une population civile qui fuit, on s'oppose pas, on fait pas un barrage pour la laisser se massacrer. Et ça n'a rien à voir avec de l'information, c'est du spectacle. Et donc les gens regardent ce spectacle, ils attendent que ça dérape, ils attendent qu'il y ait un buzz, ils attendent ceci. C'est clair qu'on attend de Pécresse qu'elle dise la phrase stupide. Maintenant. En fait, c'est bon, on peut comparer Pécresse et Zelensky. Zelensky, c'était un comique et il a voulu devenir président et ça lui a réussi. Et Pécresse, elle voulait être présidente, elle est devenue comique. Bon. Il y a un autre personnage dont je voudrais que tu dises quelques mots parce qu'il parcourt le livre et en ce moment, il est assez présent dans l'actualité ukrainienne, c'est Erdogan. Quand on... Parce qu'on ne parle jamais de lui comme toi, tu le décris. Quoi. Dans l'affaire Ruby, au niveau du pétrole, il est présent. Dans Erdogan, tu ferais son portrait, tu dirais quoi ? Un peu l'opportuniste illuminé qui arrive au pouvoir sur un programme anticorruption et sur la religion, sur l'essor de la religion, et qui se met à manger dans la gamelle comme jamais un dirigeant ne l'a fait avant lui. À un moment, je cite, c'est son fils, en 2013, qui doit partir de la Turquie parce qu'il est sous la coupe d'une enquête anticorruption. Il va en Italie, à Bologne, il dépose à la banque $1 milliard en cash. Et là, la banque en question appelle le juge en disant « On a un petit problème, on a $1 milliard en cash qui vient d'un gars qui n'a pas de métier, qui n'a pas de salaire, et donc qui est censé aller faire ses études. » Et la banque l'a pris. Alors, la banque a pris l'argent, a prévenu le juge a fait un séquestre, tout ça, et en gros, ça s'est terminé en le renvoyant avec son argent à la case départ, et puis voilà. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur fric dans ces cas-là. Oui, mais ça n'empêche. Il y a toujours... En Afrique, il y a des gros rats, et ils font des terriers, et ils vont chercher plein de trucs, et ils les mettent dans leur terrier, même si ça ne sert à rien. Et c'est pareil. Les oligarques, les kleptocrates, c'est la même chose. Ils prennent $1 milliard, ils prennent encore $1 milliard, ils prennent, ils vont mettre ça dans leur trou. Alors, est-ce qu'Erdogan peut jouer un rôle dans cette guerre en Ukraine ? Est-ce qu'il peut faire parce que là, il a vu Poutine. Est-ce qu'il peut lui alors lui, il est vraiment au fond du fond. Donc son économie s'effondre. Il a une inflation à l'enfer. Il a perdu à peu près tous ses combats. Il est encore un peu nuisible en Méditerranée, mais pas beaucoup. Et il essaye de trouver des gens qui investissent dans son économie. Bon, donc il essaye d'exister. Il y aurait un conflit avec les Papous en Nouvelle-Guinée, il irait dire « Oh, je suis intermédiaire. » Donc toi, tu lui donnes aucune chance, il n'a aucun poids. Il a toute crédibilité. Je veux dire, on voit que c'est le kleptocrate de service. Mais il tient quand même la Turquie avec une main de fer. Une main de fer, il a toujours rempli les prisons. Mais c'est ça la tristesse. On parlait de l'Égypte aussi tout à l'heure. Enfin, il y a les kleptocrates, non seulement ont une main de fer dans leur pays, mais ils maintiennent un système de terreur. Et ça va se retourner contre nous, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Une des toutes petites bonnes nouvelles du livre, parce qu'il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles quand même dans ton livre, c'est que les justices en Italie, en Israël, ça pousse, peuvent faire quelque chose, même si elles sont... C'est toujours un combat, la justice. C'est le combat. C'est le combat, il ne faut pas désespérer, mais il y a des propositions de réforme qui sont simples à faire, et c'est vous qui avez la foudre, c'est vous qui nous regardez qui avez la foudre, c'est vous qui pouvez adhérer en lisant le livre, qui pouvez pousser, etc. Je vous donne un exemple, prenez ce journaliste qui a fait un travail superbe sur les EHPAD, du jour au lendemain quasiment, on s'est dit tiens, il y a un problème dans les EHPAD en France qu'on connaissait parfaitement, mais simplement il l'a mis en lumière, voilà, et le public lui a donné la foudre. Et là, moi, ce que j'ai besoin, c'est que nos amis, les internautes, me donnent
voilà, la punition, elle est là, on peut la donner, la punition. Ouais, c'est un peu plus... Et donc maintenant, il faut qu'ils prennent conscience... Il faut qu'ils s'abonnent à Blast, il faut qu'ils nous soutiennent. Il faut se documenter, il faut lire, faites circuler, il faut lire, etc. Et voilà. Si vous ne voulez pas arriver à Beyrouth, il faut comprendre ça. Sinon, c'est one way. Et dis-moi, j'ai commencé l'entretien en disant que tu avais été alerté par un service qui t'avait alerté de l'imminence d'une guerre en Ukraine 2 ou 3 mois avant sa commission. Est-ce que tu y allais en Ukraine? Tu travailles là-dessus? Non. Qu'est-ce que tu avais à faire quand on t'a demandé ce renseignement? Je ne peux pas en parler, mais... Non, mais je ne te demande pas qui te l'a demandé, etc. Mais c'était pour documenter quoi? Aux États-Unis, la DIA a un programme qui s'appelle Signature Reduction. Bon. Oui, tu en parles dans le bouquin. Voilà. Signature Reduction, c'est un programme qui est complètement off au niveau du Congrès, qui n'existe pas au niveau du Congrès, qui n'est pas documenté, qui n'est rien du tout. La DIA, c'est Defense Intelligence Agency. C'est comme la CIA, mais c'est plus militaire. Et ce programme comprend à peu près 60 000 personnes qu'on peut dire, il y a du cyber-offensif, donc on va dire 30% de cyber-offensif, 30% de gros bras et 30% d'agents. Je schématise. Tout ça, ça fait 60 000 personnes. Dans le monde. Ouais, qui tournent dans le monde, et c'est aussi une des craintes que Poutine a, pour faire des opérations non officielles, non autorisées. Bon, c'est beaucoup. La CIA, au jour d'aujourd'hui, la CIA a la même chose, mais 6 000 personnes. Là, c'est 60 000. D'accord ? Donc, ils sont payés ? Ah ils sont payés, ouais. Alors, c'est des contractuels, donc c'est privé, mais c'est parapublic parce qu'ils sont rattachés à la DIA. Bon. Et donc, c'est des personnes qui ont un profil parfaitement infiltré, qui ont un faux numéro de sécu, un faux numéro de tout ce qu'on veut, un faux profil, bon, voilà, et qui interviennent dans différents pays pour faire des opérations occultes. C'est beaucoup. Et ce qui me pose un problème... Rassure-moi, tu as un vrai numéro de sécu, toi. Oui. Ce qui me pose un problème, c'est la légitimité pour faire ça. Bah oui, j'allais te dire, parce que c'est pas là où on se marre, mais... D'abord, pourquoi le Congrès américain ne prend pas ce problème à bras-le-corps ? La légitimité... ils ont des budgets mais colossaux tous les uns et les autres. Le budget de la NSA il est énorme, donc il n'y a pas besoin de faire en plus du cyberoffensif là. Et donc on perd la démocratie. C'est la démocratie qui se délite. Mais il y a une privatisation à peu près. Et on a la même chose en France. De la on a la même chose en France. Tout le monde veut faire du cyberoffensif. On multiplie le premier rang des agences de renseignement avec un espèce de second rang maintenant où tout le monde tout le monde veut écouter tout le monde. Un exemple aussi qu'il faut quand même signaler à ceux qui nous regardent. On a beaucoup parlé de la société NSO et de son logiciel Pegasus. Oui, t'en parles dans le livre NSO et Pegasus. Il y en a une deuxième dont le logiciel s'appelle le Rain. Et donc cette société-là a vendu le même... D'ailleurs, c'était des anciens de NSO qui sont dedans, a vendu le même système. Et donc on en parle peu, mais il y a une deuxième société. Mon sentiment, j'en ai pas la preuve formelle, mais c'est que ce logiciel, ou celui de Pegasus, mais je pense que c'est le deuxième, Rain, qui a été vendu au Mexique. Et au Mexique, il est probable, je prends des précautions, il est probable que des cartels, le crime organisé, se soit procuré ce genre de capacité d'écoute. Ce qui serait dramatique. Ils s'en sortent, c'est pour ça que le Mexique est dans cette état. Il y a eu des patchs faits par Apple pour que ces logiciels soient neutralisés, etc. Mais vous imaginez que c'était plus facile de mettre un procureur sur écoute que pour un procureur de mettre sur écoute quelqu'un. Le prix, pour donner une idée de prix de ce que ça représente, pour à peu près une cinquantaine de licences, donc une cinquantaine de téléphones écoutés, par téléphone, il fallait compter à peu près $4 000 par mois. Donc pour $4 000, on peut écouter un juge, un policier, tout ça qui mène une enquête, etc. Et donc avec les conséquences que ça... On peut écouter un opposant politique. Ce qui est très inquiétant... Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, et ça c'est
inimaginable. C'est qu'aujourd'hui, il y a des sociétés françaises qui contrôlent Facebook, différents réseaux sociaux, et qui regardent la qualité des opposants africains sur ces réseaux, et qui vont après dénoncer qui vont donner leurs analyses aux dictateurs locaux. Je parle du Tchad, entre autres. L'Algérie aussi. Ça fonctionne dans tous les pays. Mais ça se fait en France. Donc, c'est la France qui va faire cette analyse et qui va donner l'information au Tchad. Alors ça me pose un problème encore. Mais oui, mais... Parce qu'on sait que l'opposant tchadien, sa chance de survie, elle est zéro. Ouais. Si on prend un peu de recul, et peut-être on peut conclure, mais ça ne va pas être une conclusion très optimiste, mais en même temps, on est là aussi pour essayer de dire des choses qu'on ne peut pas lire ailleurs ou qu'on ne peut pas voir ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des éditeurs comme Florent, avec qui d'ailleurs on sort un bouquin en coédition, donc dans quelques jours on va être concurrent, qui s'appelle Dépossession, mais j'en reparlerai. C'est que... j'avais invité Marc Andevel, qui a écrit un gros livre il y a un cousinage avec le tien qui s'appelle L'Emprise, et il décrit assez bien comment la politique étrangère de la France se privatise de plus en plus. Quand Macron va dans un pays, il s'appuie plus du tout sur son corps diplomatique et il va trouver des affairistes, des gens comme ça. Mais aussi parce que... Ce que je veux dire, c'est que l'État, aujourd'hui, et le problème de fond est celui-là, et là, il y a des élections une élection très importante qui arrive, et je veux pas être partisan quand je dis ça, mais entretenir un candidat, alors je ne parle pas de Zemmour et toute cette saloperie, je m'excuse d'utiliser des termes comme ça, mais c'est tellement horrible la manière dont... Et ils ont une telle promotion sur les autres chaînes que j'ai envie de dire saloperie, je dis saloperie, et puis point barre. Je ne vais pas m'excuser après, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est-à-dire une invention, un remplacement, etc. Mais sur Macron, c'est quand même l'homme qui privatise tout, quoi. Et il privatise, et il travaille sur des officines, et donc après, ok, il va essayer d'arranger les choses en Russie, il essaye. Le problème qu'il a, c'est qu'il ne peut pas avoir confiance dans le service officiel. Parce que le service officiel, le Quai d'Orsay, il y a longtemps que le Quai d'Orsay a des gros problèmes et qu'on n'a pas résolu les gros problèmes du Quai d'Orsay, que ce soit des problèmes de corruption, des problèmes d'affaires sexuelles, etc. Mais il y a des problèmes de corruption lourds. Autant que ça, parce que j'ai entendu 2-3 trucs. Oui. Le problème aussi de l'opération Barkhane, j'en parle un petit peu. On voit par exemple le deuxième REP intervenir dans le désert et suer sang et eau. Très bien. Et puis dans leur dos, la France-Afrique, qui est du crime organisé, dans lequel on trouve des éléments du Quai d'Orsay et d'autres, etc., va détourner les fonds de la défense, favoriser la mine d'or au Mali pour Airbus, favoriser telle ou telle chose, qui va faire en sorte que l'action militaire, elle est complètement neutralisée par des gens qui sont là pour s'enrichir. Et sur Macron, donc il y a un problème de fond, parce que l'information qui remonte en haut de la pyramide, Macron, il reçoit des documents, il reçoit des rapports, et il se dit, bon, ça vient de quel côté ? Voilà. Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que je peux me fier à ça ? Voilà. Le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est de notoriété publique que M. Le Drian avait il y a plein de papiers, à côté de lui, français, Jeune Afrique. Avec son fils. Son fils a été intéressé aux affaires. Fais gaffe, on est sur des œufs là. Voilà. Bon, on va pas. Non, mais vas-y, on était intéressé. Thomas Le Drian était très proche de l'activité de son père. Donc, voilà, ça pose un problème. Non, mais on est d'accord. Écoute Marc, on se revoit la semaine prochaine, on va faire une émission de 8 heures. Mais merci, quoi. Et puis c'est pas un plaisir de te voir, d'abord je suis content de te voir, mais tu ne remontes pas le moral, mais en même temps, heureusement que tu es là, heureusement qu'on est là. Parce que je ne sais pas si tu vas être... À un moment donné, tu vas être aussi invité sur des chaînes mainstream parce qu'il faut que il faut que ton message passe. Et nous, on a besoin de... On est devenu une télé de service public, donc on a vraiment besoin de c'est pour ça que des gens ceux qui nous écoutent ont vraiment la foudre entre les doigts, ça c'est clair. Le pouvoir, il est là. Et le changement, c'est pas au Parlement qu'on peut le faire, c'est avec la population. Voilà. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est quand même un grand merci aux éditions Basso, parce qu'il faut beaucoup de courage pour publier ça. Et donc, ça mérite quand même un petit coup de chapeau, parce que c'est pas évident à faire. Florent, si tu nous écoutes. Voilà, bravo. Et j'ai une dernière question.
et avant la fin. Tu vas voter, toi, à la présidentielle ou Bon, oui, Ah, tu vas voter. j'ai le droit de vote. Tu sais Je vote pour la liberté, pour la démocratie, pour celui qui en sera le plus proche, sans illusion, mais sans illusion. D'accord. Mais voilà, c'est clair que... Je te demande pour qui ou pas? J'ai toujours été du côté des gagnants. Moi, je vote pour Angela Merkel, voilà. Voilà. Angela Merkel veut se présenter en France, je vote pour elle tout de suite. D'accord. Voilà. Donc, il va voter Pécresse. Non, je déconne. Merci beaucoup, Marc. À la prochaine. C'est un plaisir. Merci.